Puissantes et puissants, bonjour à tous et soyez les bienvenus à bord de ce nouvel épisode de Puissance Park où aujourd'hui on relance une série, enfin on rebondit sur le dernier épisode d'une série qu'on relance puisqu'on était parti au Puy du Fou il y a quelques semaines pour vous proposer un épisode historique. Et bien cette fois-ci on passe de la Vendée aux Pays-Bas et on vous emmène parler d'un petit parc pas très très connu qui existe depuis... pas très très longtemps. Plus de 70 ans. On vous emmène aujourd'hui à Efteling. Vous nous l'aviez demandé, on vous repropose un histo actualisé, mis au goût du jour. Et vous n'êtes pas prêts, il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Alors évidemment, qui dit historique dit chronique de Benji. Et donc, autour de la table, évidemment, Johan Soupli. Non, pardon. Troll. Bonjour, ah oui, effectivement, quel plaisir de retrouver le micro pour les histos. Après celui du Puy du Fou, ça fait du bien de revenir à mes amours de jeunesse. Donc ouais, ravi de vous retrouver pour ce double épisode. Comme l'a un peu teasé Damien, donc là, on vous fait un épisode en mode classique. La partie 2, vous êtes vraiment pas prêts pour ce qu'on vous a concocté. Mais il n'y a pas que moi, hein, mais il est hors champ aujourd'hui. Mais grâce à lui, la technique fonctionne du feu de Dieu. Greg, coucou, ça va ? Greg. Bonjour messieurs et bienvenue dans cet épisode. Ça fait plaisir de retrouver les historiques d'une façon un peu plus régulière en tout cas. Hein. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il faut se dire aussi qu'il est enrichi. Parce que là, c'est genre... oui. Là, c'est l'historique format plus. New and tasty. Voilà, Oui, c'est ça. reloaded. Oui, là, on le réenrichit avec du média, avec plein de petites surprises qui vont émailler déjà ce premier épisode. Et effectivement, tu l'as dit, la seconde partie où vous n'êtes pas prêts. Et on vous conseille de la regarder sur YouTube. Bon, celle-ci aussi, hein, cela dit. Donc, Oui, tant qu'à voilà. faire. Voilà. On me dit dans l'oreillette que je n'ai pas l'historique Mission 2. Ah bah non, Non, ça c'est non. encore... non. Non, voilà. On a Non. du respect pour Non. le Alors, matériau de base. Histoire de commencer tout de suite, j'ai envie de dire jingle et puis on attaque après. Vas-y. Ouais, c'est parti. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oui, il est Non, tout c'est pété, bon, le c'est jingle. bon. Non, c'est juste C'est qu'en bon, fait hein. l'ordinateur a tellement pas l'habitude que tu refasses des histos qu'il D'accord, oui. il a relâché. Est-ce que je dois le prendre mal? Oui. Oui, mais Ah, c'est mince. pas grave. Mais tu as 2 heures pour le digérer. Ah, Donc, tout va bien alors. Non, effectivement, allez, on se remet un peu dans le bain des histos, ça va être cool. Comme d'habitude, on va vous a préparé plein de petites interactions, plein de petits gags, jingles. Oui, Greg, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas ajouter? Alors juste un autre truc aussi, il faudra que je rajoute juste un panneau alerte à l'écran. Attention, Damien à l'hyperlanceur. Voilà. Oui. On met ça simplement en disclaimer de l'épisode, juste que ce soit bien clair. Oui. Ça va hyper lancer. Et, Voilà. et exubérance de moyens, vous allez voir dans cet épisode, je vais moi-même m'hyperlancer. Exactement. Donc voilà. Donc bref, Benji, désolé de t'avoir interrompu. Vas-y. Tu Non, peux mais attaquer. je me prépare à ce qui va nous arriver dessus. Bref, ouais, alors on va parler d'Efteling. C'est un parc que vous commencez à tous bien connaître dans la commu, que nous on aime bien dans l'équipe. On a autour de la table d'ailleurs, on est 3 Yankees puisqu'on a tous un pass, hein, forcément. Avec 3 encartés. Exactement, voilà. Voilà. Et donc on avait envie déjà de vous reproposer cette histoire. Alors on va se replonger dans les bases, c'est-à-dire les origines du parc. Moi, ce que j'aime bien, surtout mettre en avant dans les histos, c'est les personnes de l'ombre, ces grands hommes, ces grandes femmes qui ont participé à la création de ces parcs. Donc, ce que j'aimerais vous inviter à garder dans un coin de votre tête pendant cet épisode, c'est 3 noms. Ils vont revenir au fur et à mesure et vous allez voir qu'ils auront leur importance. Le premier, et je pense que c'est un des plus connus, hein, mais je le dis quand même, c'est Anton Pieck. Donc, on en reparlera le moment venu. Le deuxième nom, c'est Peter Rinders. Alors oui, d'ailleurs, petit disclaimer, c'est en néerlandais. Je suis désolé par avance pour les néerlandophones avec qui j'écorcherai éventuellement les noms. Peter Reinders. Moi, je fais un max d'efforts, vous Moi aussi, verrez notamment dans la deuxième partie, mais c'est encore dur, hein. compliqué. Ouais, Ouais, on il va va- me falloir on va. des cours. Donc désolé par avance. Oui. Ce qu'il y a de bien justement avec Efteling, cela dit, je parle des noms, on te laissera dire le 3e nom juste après, mais ce qu'il y a de bien, c'est que Efteling est un parc qui met en avant les hommes qui l'ont conçu, notamment Anton Pieck, qui a une statue, qui a une place, entre autres. Ce sont des noms que l'on connaît, qu'on reconnaît en tout cas. Ils sont mis en avant par le parc lui-même. Il pourrait être encore plus connu pour nous francophones, mais c'est surtout dans le Benelux qu'il est très connu. Mais effectivement, c'est pas n'importe qui. Et le troisième nom, c'est Ton van de Ven. Voilà. Et celui-là, il est plus facile à prononcer pour le coup. Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, j'aime bien écrire l'entête de mes documents. Généralement, c'est « Il était une fois ». Généralement, ça marche plutôt bien parce que voilà, je vous fais remonter le temps, on va s'intéresser à l'histoire et tout. Mais pour cet historique-là, je trouve que c'est parfaitement à propos parce qu'on va littéralement commencer l'histoire en disant « Il était une fois ».
Il était une fois, il y a bien longtemps, dans une contrée lointaine, se dressait un royaume merveilleux. Ce royaume était peuplé de personnages tous plus étranges les uns que les autres, tantôt drôles, tantôt mystérieux, tantôt effrayants et tantôt affectueux. Les habitants de ce royaume avaient à cœur d'accueillir chaque jour de l'année les gens venus d'autres royaumes. Les portes s'ouvraient chaque matin, laissant ces visiteurs venus du monde entier découvrir ce royaume à nul autre pareil. Quand le soir tombait, le royaume se refermait, sa grande grille et ses visiteurs du jour repartaient, des souvenirs plein la tête. Ce royaume, mes amis, c'est celui d'Efteling. Ah, évidemment, je ne pouvais pas commencer cet épisode sans vous mettre le thème du parc, la musique la plus emblématique d'Efteling. C'est d'ailleurs la première que vous entendez quand vous arrivez sur le parking. Donc c'est celle qui va vous accompagner. Ça t'a peut-être un peu surpris, Damien, que je mette juste avant du Disney. Je pense que ça peut faire un peu étrange. Ça fait un peu étrange. Il était une fois aussi. En fait, c'est pas anodin, c'est que tu penses bien que j'ai réfléchi au choix de la musique que j'allais mettre, forcément. Hein. On a souvent pensé que Disney avait justement le monopole de la création des contes et des légendes, hein, puisque c'est quand même leur fond de commerce d'adapter en film, en attraction, en série, les contes qui ont été écrits au Moyen-Âge et bien après. Sachant qu'on le sait entre nous et vous le saurez aussi, c'est pas forcément vrai. Certes, Disneyland, c'est, on va dire, le mastodonte qui est connu pour ça, mais t'as plein de parcs qui l'ont fait. Je pense à Europa Park, par exemple, qui ont aussi leur bois des contes version miniature. Mais quand on va parler d'Efteling, on n'est pas sur le même niveau. C'est pas genre une petite allée comme à Europa Park. C'est pas genre un Fantasyland comme à Disneyland. C'est un quart de parc à Efteling qui est dédié juste pour raconter les contes. C'est pour que vous compreniez un peu l'importance qu'a les personnages dans cet univers-là. Je Greg, me permets dis-moi. une petite une interception, pas du tout, juste une interruption. Pour signaler aussi que contrairement à Disney qui a eu tendance généralement à prendre les contes existants et les happy-endés pour les rendre un peu plus joyeux, qui du coup font que, comme vous le savez, les contes montrés par Disney ne finissent pas comme les versions originales de ces mêmes contes. À Efteling, non, ce sont bel et bien les versions originales. Exactement, et spoiler Avec alert. tout ce qu'elles ont de cruel. Hein. Voilà, exactement. Cruel, non, en fait. L'enfance. Non, cruel, non. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, ce sont des vecteurs d'éducation. En fait, ça t'apprend des morales qui. Exactement, voilà, c'est des morales, c'est le mot juste. Mais c'est pour ça montrer qu'édulcorer. la mort, c'est quand même une morale assez La morale crue, est parfois quoi. cruelle. C'est ça que je veux C'est dire. cruel, c'est cruel, mais quelque part, c'est aussi une façon. Enfin, édulcorer ça fait que du coup, parfois, on distille beaucoup trop le message d'origine et en fait, ça perd toute sa substance, quoi, toute sa saveur. C'est vrai. Mais nous allons un peu trop vite en besogne, parce que moi, je suis un petit malin. J'ai envie qu'on revienne encore avant la création même d'Efteling. Donc, ce que je vais vous proposer, Enfin, t'es chers gentil, amis, mais on n'a pas de convecteur temporel sous la main. On fait comment? tu crois ça? Ah. La magie. J'ai mieux que ça. J'ai un timekeeper sous la main. Et ça c'est la classe. Alors, par contre, t'es gentil, mais tu me préviens quand tu fais des trucs comme ça, parce que c'est moi qui fais le putain de plein de la machine. Hein. Le Oh, deutérium, ça pose pas dans les. Voilà, donc t'es gentil, tu préviens. Merci. T'as prévu le voyage retour, j'espère. Quel voyage retour? On verra ça après le podcast. Alors, nous sommes arrivés au XVIe siècle. Je vous rassure les amis, tout a parfaitement fonctionné. J'ai vérifié les paramètres. Nous sommes bien arrivés à l'époque dans laquelle je voulais vous emmener. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que cette époque dans laquelle tu nous as amené, elle ressemble énormément à l'époque de laquelle on est parti. C'est incroyable, franchement. Chut, la diégèse. Tellement bien foutu. C'est moyen. bien branlé. Merci de faire les dons à l'association. Non, pardon, je dérape. Comment ça, l'Instagram, les réseaux sociaux, Redbubble déjà? Non. Au moins, Non. c'est fait. C'est pas le genre. C'est pas le genre, allons-y. Donc, XVIe siècle, nous sommes toujours aux Pays-Bas, je vous rassure. Et si... Alors, je vais demander à tous nos auditeurs d'ouvrir grand leur chakra et leur imagination, parce que vous allez peut-être certainement imaginer, au lointain, on voit une sorte de petit hameau avec une ferme. Voilà, un truc du XVIe siècle, rien de bien fou. Ce petit lieu, qui ne paye pas de mine, s'appelle Efteling. Il n'y a pas quelque chose déjà dans le nom qui peut vous faire penser à quelque chose, non? Tu sens justement une Disneyfication. Disney, gna gna, ça se déforme à travers le temps, Et le ouais, passage de... Il faut quand même remonter au XVIe siècle, mais ouais, tu as Bien tout sûr, à fait ouais. raison, on est sur la piste. Alors,
C'est pas pour rien qu'effectivement, c'est dans ce lieu-là, ce petit hameau, cette ferme, que vient le nom du parc Efteling. Bien sûr, depuis le XVIe siècle, il n'y a plus la trace de cette ferme. Ne me dis pas que cette ferme était juste en bordure de l'autoroute, ils avaient des bons petits menus, qu'ils ont ouvert une balançoire et que derrière ça a fait Efteling. Par pitié, ne me dis pas que c'est encore une fois le cas. Non. Non, j'ai eu peur. Non, mais je ne vois pas de quoi tu parles. Enfin, Non, c'est pas du tout l'histoire de 3/4 des parcs américains, tu vois, mais bon. Ou même des petits parcs français. Même des parcs européens, tout à fait. Donc, oui. non, pour le coup, ça n'a pas exactement eu cette histoire-là. L'autoroute du XVIe siècle, c'est quand même un concept, quoi, mais bon. On est visionnaire. On aurait dû Ah, proposer ça à l'époque. Non, effectivement, ça n'existait plus. En revanche, le nom de Efteling, tu l'as très bien dit, Greg, il a évolué au fur et à mesure du temps, comme Disney, voilà, on y arrive, où c'est devenu Efteling, puis Efteling, et jusqu'à avoir le nom qu'on a gardé aujourd'hui. Bon, le petit voyage dans le temps, moi, ça, c'est pas mal, mais les gars, moi, j'ai envie quand même de parler du parc en lui-même, Efteling, et au XVIe siècle, j'ai pas envie de dire qu'on se fait un peu chier, mais un peu quand même. Donc, Greg, si tu peux nous renvoyer en XXIe siècle, je dis pas non. Alors, par contre, ça clignote rouge au niveau du Deutérium. Attention, on va essayer de démarrer ce truc-là. Est-ce que ça va marcher ? Alors, nous sommes en 1933 et moi, ce que je voulais vous parler, c'est deux personnages importants que nous, francophones, nous ne connaissons pas, mais que je pense les Néerlandais, ça leur parlera un peu plus. Et encore une fois, je suis désolé pour la prononciation, je fais du mieux que je peux, mais vous ne m'aidez pas non plus. Il y a deux hommes d'église, le vicaire Ritra et le curé de Klein. Je savais que le J ne se prononce pas, donc je crois que ça se dit de Klein. K-L-I-J-N. Voilà, désolé si encore une fois, il y avait une petite subtilité de prononciation. À cette époque-là, ils vont fonder un club sportif au sud de la ville de Kaatsheuvel. Alors là, pour le coup, c'est plus facile à prononcer. Et on connaît tous Kaatsheuvel, puisque c'est là qu'est le parc. C'est la ville où se trouve le parc. Merci, exactement. Pour vous situer un peu plus géographiquement, pour ceux qui, pour le coup, auraient eu 0 en histoire géo et pour lesquels vous découvrirez, Kaatsheuvel, c'est situé dans le Brabant septentrional. Ça veut dire que c'est dans le bas des Pays-Bas, en gros, pour situer géographiquement. Et en 1935, le 19 mai 1935, pour être parfaitement précis, ils vont fonder un club de sport qui s'appelle le RK Sport and Vondelpark. Ça comprend, pour faire très court, un terrain de football, 2 terrains d'entraînement et une plaine de jeu. Commencez à voir les éléments qui se mettent en place. À l'époque, c'est cofinancé par Jack Smith, qui est un fabricant de chaussures. Il achète en fait les terrains autour de Loenhoop-Zand. Alors encore une fois, je suis désolé pour la prononciation. Loenhoop-Zand, je crois que c'est le lieu-dit ou bien la commune qui se trouve juste au sud de Kaatsheuvel, si je dis pas de bêtises. C'est sur la route, quand tu prends l'autoroute qui mène de Valvirk, là où tu as le gros KFC, jusqu'à Tilburg, qui est donc la grosse ville qui se trouve au sud de tout ça, tu passes par Kaatsheuvel, Loenhoop-Zand, etc. Voilà, c'est ça. Et je crois que ça rassemble même la municipalité de Kaatsheuvel. Je crois que c'est un genre, tu sais, de communauté d'agglo. Je pense que c'est un lieu-dit ou effectivement une communauté un peu comme la vallée, quoi, d'une certaine façon. En gros, voilà. Ouais, mais on le voit, effectivement. C'est quand même un truc assez important. Donc, ce terrain-là est conçu. En 1937, j'avance un petit peu, la Fondation Sport Park est fondée, et retenez bien le mot fondation, est fondée, et les années suivantes vont voir l'arrivée, entre autres, alors encore une fois, il y a eu plein de sports qui se sont suivis, j'en ai retenu que quelques-uns, un vélodrome avec surface de sable, des promenades à poney, mais surtout un toboggan et des carrousels. Des carrousels, déjà, on y avait. Il y a du mécanique qui arrive. Et oui, c'est déjà à l'époque, et on n'est que dans les années 30. On avance un peu plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, on arrive en 1949. Le bourgmestre, alors ce qui est l'équivalent chez nous pour un maire, mais oui, nos amis belges auront forcément compris, R.J. van der Eren, je suis encore désolé pour la prononciation. On est vraiment désolé pour ta bouche, mon grand. Je suis désolé. Commence à imaginer des possibilités d'extension de l'espace sportif. Mais il y a un événement qui va être le vrai catalyseur, c'est l'exposition de Schoen de 49. Alors en fait, si vous ne connaissez pas, c'est normal. C'est une exposition de fabricants de chaussures qui était installée dans le Sport Park, qui mettait en avant le savoir-faire des artisans cordonniers et la fabrication de chaussures aux Pays-Bas. On a ce qu'on a à l'époque, qui permet donc d'agrandir le parc sportif et de mettre tous les exposants à l'intérieur. Si la boîte qui avait acheté, puisque c'était un fabricant de chaussures, qui avait acheté les terrains initiaux, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est toujours en lien, je suppose que c'est lié à ce genre de choses. Donc ils ont dû héberger, entre guillemets, à domicile la conférence ou bien la grand-messe de ce truc-là, et donc du coup, occasion d'agrandir les surfaces du parc. En gros, c'est ça. Pour faire court, mais ouais, c'est ça exactement. Justement, grâce à
agrandissement, la communauté de Zoen-Opland décide de transformer le terrain en un parc naturel. Loenopzand. Oui. Loenopzand, pardon, excusez-moi, petite faute dans mon texte. Ah, mais même pour moi, c'est un enfer. Décide de transformer donc le terrain en un parc naturel sous la forme d'une fondation. Je le répète, c'est très important parce que dans la suite, ça va avoir son importance. Ainsi va naître, le 25 mai 1950, la fondation du parc naturel d'Efteling, qui a pour but, je cite, c'est écrit dans les textes fondateurs, le développement physique et les loisirs des habitants de la commune de Loenopzand, ainsi que la promotion du tourisme dans la commune et au-delà, dans un esprit catholique. Alors, on va ignorer la toute petite fin du texte, mais tout le reste, encore... Non, je veux dire, en soi, la religion fait partie du développement aussi européen. Elle était présente. En fait, si tu veux, à 2025, c'est pas devenu quelque chose qui est au centre. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. Non, c'est ça que j'entendais. À l'époque où ça a été fondé, mais à l'époque, c'était beaucoup plus prenant, beaucoup plus important. Bien mais sûr, tout le reste, c'est des ecclésiastes qui ont monté la première association. Donc, exactement. Et encore une fois, ça roule. C'est pas la même chose qu'en France. Tu sais que les associations loi 1901, séparation de l'Église et de l'État, c'est un peu différent de la France. Mais le reste du texte, encore en 2025, c'est absolument ce qui se passe à Efteling. C'est exactement resté la même chose. Franchement, je vous invite à regarder. Entre le développement du tourisme, oui. Le développement au-delà de la commune, je pense qu'à 2025, c'est réussi puisque c'est international. Avec un esprit développement physique, il y a toujours des activités sportives que vous pouvez faire à Efteling et ça, c'est assez fou. Oui. Juste la notion de territorialité du truc, parce qu'à l'origine, c'était pour la commune de Loenopzand, maintenant, c'est pour la commune de l'Ouest européen. Tu vois, c'est grosso modo. Je pense même que tu peux mettre Europe centrale. Vu les dingueries qu'ils ont ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est de communes de reste du monde. Parce qu'il y a du monde qui vient de partout. Même les Américains, même les Asiatiques sont curieux de voir ce que fait Efteling. Donc je confirme. Oui. Donc vous voyez que depuis tout ce temps, c'est toujours leur mantra et ça n'a pas changé. Donc, je continue à avancer un peu dans la progression historique. La commune va investir dans des travaux d'aménagement et de terrassement. On va avoir ainsi 3 espaces qui vont être créés. Le premier, c'est un lac ornemental. Le second, c'est un étang merveilleux. Et le troisième, suspense, un étang dédié à l'aviron. Voilà. Oui, en fait, à l'époque, il fallait faire avec les moyens de l'époque. Et ce qui était le plus simple, c'était de construire des plans d'eau, en fait, tout simplement. Mais ce qui est intéressant... Les bases nautiques avaient toujours un certain intérêt. Je me rappelle même... Mes parents racontaient quand ils étaient eux dans l'est de la France, il y avait souvent une grosse base nautique, un gros lac, un gros plan d'eau qui était créé quelque part, qui était aménagé, et il y avait une plage, un truc, et ça faisait mine de rien un lieu de sortie pour toute la famille. Tu te prélassais, tu consommais un petit peu. C'était une autre époque, mais ça, c'était une attraction. Au sens propre. C'est vrai. Puisque la démocratisation des piscines, en tout cas en France, la piscine municipale, il me semble que c'était une conséquence des JO de Mexico 68, où les Français n'avaient pas spécialement bien performé et où justement le gouvernement avait une volonté d'édifier des piscines un peu partout pour que les Français apprennent à nager, et c'est de là que c'est venu. Mais avant cette époque, pardon, j'y reste, mais avant cette époque-là, effectivement, c'était beaucoup en bord de rivière, en bord d'étang, en bord de lac et sur des plans naturels. Je vais peut-être dire une connerie au niveau du nom, parce que j'ai juste Tournesol qui me revient en tête, c'était ça, les fameuses piscines Tournesol. Les piscines Tournesol qui étaient construites dans ce cadre-là. Mais donc du coup, là, on est effectivement avant ça. Donc revenons à notre plan d'eau et à nos plans d'eau qui émergent à Katsevel. Oui, bah, on a toujours refait le lien. Je veux dire, j'aurais même pu faire une parenthèse pour penser à ton home park Walibi Belgium, je rappelle, a commencé avec un plan d'eau. Exactement. Tu vois, on en revient, même s'il y a 20 ans d'écart. Mais ça reste un point d'attraction. Donc voilà, les gars, vous voyez, tout est connecté. À ce stade du projet, en revanche, je vous le dis tout de suite, il n'est pas question de conte de fées, c'est juste un parc de loisirs en plein air avec activité nautique, comme on s'est dit, une base de loisirs. Il y a déjà de la restauration, il y a du merchandise avec des boutiques, il y a des aires de jeux sportifs, et enfin, tout ce joli petit environnement ouvrira le 11 mai 1951. Voilà, ça vous donne un peu l'époque à laquelle on est. Peu de temps après, Van der Heijn découvre le Petit Bois des Contes. Alors, qu'est-ce que c'est que le Petit Bois des Contes ? Parce que pour nous, francophones, ça va peut-être pas parler, mais ceux qui sont néerlandophones ou qui connaissent un peu, ça va peut-être leur évoquer quelque chose. Ça avait été construit par la société Philips à Eindhoven, parce qu'il n'y a pas de H. Philips, qui est donc une entreprise néerlandaise, on le rappelle simplement. Voilà, Philips, c'est mastodonte absolu. Aujourd'hui, ils ont un peu disparu du paysage, mais fut un temps, années 90-80, Philips, c'était partout. Les téléviseurs, l'électronique grand public, c'était un des mastodontes. C'est toujours, dans une certaine mesure, un mastodonte de l'électronique européen. Pour les néerlandais. Pour les professionnels. Voilà. Et du coup, maintenant, on sait où il se cache. Eindhoven. Philips.
Bien sûr. Oh, si t'as la Oh. ref. En fait, non. Non, non, effectivement. Merci, C'est non, Nounours. c'est non, voilà. Mais oui. Donc ouais, Philips a construit à Eindhoven une exposition temporaire autour du monde des contes de fées, avec justement l'idée d'exposer des nouvelles technologies, des choses un peu sympas. C'était pour les 60 ans de la marque déjà en 50. Et à ce moment-là, donc, Van der Heijn va visiter l'exposition et il va littéralement être emballé par ce projet, ce concept. Il va revenir, il va décider, il va demander est-ce qu'on pourrait faire un truc similaire à Efteling. Donc il va confier la tâche à son beau-frère, le cinéaste, encore une fois si vous connaissez peut-être, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, vous taperez sur Wikipédia, vous allez découvrir sa filmographie, de Peter Reinders, de réaliser le projet de ce dernier, ainsi que la réalisation visuelle de l'ensemble à un dessinateur, Anton Pieck. Voilà, on y arrive. Le premier nom que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, on y arrive. On a deux protagonistes essentiels, Peter Reinders et Anton Pieck. Encore une fois, je vous fais une petite digression pour que vous contextualisiez un peu ces personnalités que nous, francophones, ça nous échappe totalement. Peter Reinders, il a surtout réalisé des films dans les années 20 et jusque dans les années 50 aux Pays-Bas. Il a rejoint donc le projet du Bois des Contes. C'est lui qui va apporter l'innovation technologique et la manière de mettre en scène les contes. Donc déjà, à cette époque, il y avait cette notion de mise en scène technique. Et puis surtout le parcours. Ouais. La notion, parce que le fait justement de découvrir, d'arriver sur certains contes par le parcours dans les allées, entre les différents bosquets et tous les arbres, Ouais. ça fait aussi partie de ta mise en scène. Exactement. C'est à lui qu'on doit encore la création de certains contes qui existent aujourd'hui, plus de 70 ans après à Efteling. Donc le mec a réussi à imposer une certaine vision. Mais il n'est pas le seul. On va parler très 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 rapidement de Anton Pieck, le numéro 2, lui aussi essentiel à la création du parc. Encore une fois, il n'y a pas de souci si ce nom ne vous évoque rien, mais sachez juste, alors pour le coup, il y a beaucoup plus d'éléments qui restent de son héritage. C'était déjà parce que c'est un dessinateur, un illustrateur, il a fait beaucoup de belles choses, et que vous pouvez d'ailleurs, petit aparté, si vous avez le temps, d'aller faire un petit tour au musée Efteling au sein même du parc, où certaines de ses œuvres d'art sont juste exposées, et c'est absolument magnifique. Bref, c'est à lui qu'on doit, par exemple, le style graphique très spécifique d'Efteling. C'est un peu ce style unique. Très exagéré au niveau des faciès notamment. Ouais, exactement, Ça, c'est à lui. C'est très 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 polarisant pour les gens. Il y a beaucoup de gens soit qui vont trouver ça surkiffant parce que ultra typique, d'autres vont trouver ça assez dérangeant. Mais c'est clair que ce style, il ne laisse absolument pas indifférent. Moi, me concernant, je fais partie de ceux qui trouvent que franchement, ça a vraiment son charme. Ça donne vraiment cette patte. Et Tu comprends que c'est t'es ça. là-bas. Voilà. Il y a, tu vois, je suis sûr que si demain n'importe qui regarde ou écoute le podcast, je lui montre un dessin sans lui dire que c'est du Efteling, il y a moyen qu'il repère automatiquement. Oui. Tu vois, c'est vraiment ça. On Il y a une identité graphique. Voilà, une identité. Oui. Il y a un côté grotesque et pas dans le sens péjoratif du terme. C'est vraiment c'est l'apparence. C'est du caricatural. Oui. Ni plus ni moins. Il déforme, il volontairement met en exergue des aspects de défauts ou quoi que ce soit pour justement créer une bouille à ses personnages, par exemple. Et je trouve franchement que ça rend très très bien. Aujourd'hui à Efteling, ça reste un vrai plaisir de se balader dans le Bois des Contes et même de se balader un peu partout, puisque non seulement ce style-là a été mis en place par Anton Pieck, mais le parc a été intelligent et est resté sur cette lancée. C'est vrai. Et ça, c'est super important. Je suis d'accord, effectivement. Juste pour terminer sur qui était Anton Pieck, c'était un illustrateur donc, de livres pour enfants et de cartes à jouer. Voilà, donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui collectionnent un peu ces illustrations, elles sont un peu recherchées aujourd'hui. Donc c'est beau. Franchement, là je sors un peu du cadre du podcast pour avoir fait des recherches à côté. C'est beau ce qu'il faisait à l'époque. Dites-vous que c'est dans les années 50, donc on n'est pas du tout sur de l'informatique, c'est du fait main, c'est vraiment à la mano, donc il y a une vraie patte dans sa façon de faire. Et c'est lui effectivement qui a tout impulsé. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que plutôt que d'en parler, autant le montrer. Oui, parce que... Alors, je me permets une petite transition avant la transition. Ouais. Toutes les personnes qui sont allées à Efteling savent très très bien, normalement, on en a déjà beaucoup parlé aussi dans le podcast, que Efteling fait partie de ces parcs qui ont un petit musée qui, non seulement... Ah, je l'ai dit justement. Voilà, il regorge un petit peu de différents éléments du parc et de son évolution, mais surtout, il rend surtout hommage à Anton Pieck. Il y a une petite salle de projection avec des sous-titres, ce genre de choses, etc. Donc franchement, quand vous allez à Efteling... N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil là. Bien sûr, il y a le rail de Python qui est juste à l'extérieur de ce truc-là. Donc, pour le coaster fan, c'est la base. Mais le petit musée aussi est très sympa. Il y a de très bonnes animations interactives, etc. dedans. Donc, franchement, on vous le recommande. Où se trouve ce musée ?
sur la place Anton Pieck. Et là, je te laisse Legit. refaire ta transition. C'est Voilà. legit. On parlera de la place d'Anton Pieck dans quelques instants, mais jusqu'à présent, mon brave Damien, je t'ai pas beaucoup entendu. Et non. Je pense Non. qu'il va falloir rattraper cette erreur. Eh bien, Est-ce que et si on utilisait le budget qui reste de l'association, maintenant qu'on a cramé tout le pognon pour le deutérium, pour un peu de magie? Si Bah, on t'hyperlançait... Et si je m'hyperlançais directement à l'aide de l'ami magicien Non. Non. Non, ne le, Non. non, ne le- Alors, on ne le citera ne le pas. prononce Damien, pas. c'est pas que je fais pas confiance en la magie, je préfère la tech de Greg, je sais que c'est fiable et que ça fonctionne. La preuve, on a Oui, mais réussi à revenir du passé. Regarde, si je dis chibilibili, magie. Et c'est ainsi qu'au cours de la même année et jusqu'au début 1952, les deux artistes vont créer un endroit hors du temps, rendant hommage à quelques-uns des plus célèbres contes de notre histoire. Nous sommes le 31 mai 1952 et De Efteling, l'Efteling en néerlandais, devient officiellement un parc d'attractions. En plus des activités déjà existantes, telles que les terrains de sport et les étangs, l'Efteling s'étend maintenant sur 65 hectares et propose une nouveauté qui est devenue la marque de fabrique du parc avec le temps, le bois des contes de fées, ou en néerlandais, Spokeboss. Et mon néerlandais pète. À son ouverture, on compte 10 contes et fables. Oui, je suis revenu, parce que quand même, faut pas déconner. Le Rossignol et l'Empereur de Chine, différent de la version actuelle qu'a remplacé depuis par le Dragon Terrible. Le Château de la Belle au Bois dormant. Petit clin d'œil. Le Village des Lutins, une création originale d'Efteling. Le Roi Grenouille, la fontaine avec la balle au centre qui flotte au milieu. L'Horloge Magique, un conte original créé par le parc. Le Puits de Dame Holle, un puits avec une projection au fond. Les 6 serviteurs représentés par Long Cou, le personnage capable d'allonger son cou pour pouvoir voir au loin. Fun fact, son cou s'allonge de 4,80 m et c'est l'un des emblèmes du parc visuellement. Oui, c'est l'un des emblèmes. Tu le vois partout. Dès que tu as de la communication Efteling, il est quelque part. Blanche-Neige, le perroquet parlant, un autre conte original créé par Efteling. Et enfin, petite commission qui n'est pas un conte à proprement parler, mais un petit personnage animatronique qui nous indique le chemin pour nous rendre aux commodités. Ouais, c'est un petit lutin, si tu veux, effectivement, qui est un peu partout. Dont le nom est Mignon. très finement choisi, petite Ouais. commission. La finesse, toujours et l'élégance. Donc, on est revenu un peu sur les origines, on est vraiment sur les bases. L'arrivée de ce bois des contes est au ciné de l'exigence de qualité pour Efteling, la preuve de ce qu'on voit aujourd'hui 70 ans plus tard. Encore aujourd'hui, les matériaux, tu sais, on parlait tout à l'heure de ce côté authenticité, ce côté identité propre au parc. Ils vont essayer le plus possible d'utiliser des matériaux, on va dire, pas nobles, mais solides, qui durent dans le temps. Effectivement, dans les années 50, c'est un peu compliqué d'utiliser les matériaux dérivés du pétrole, c'était pas aussi commun qu'aujourd'hui, mais tu vas trouver des matériaux traditionnels comme la pierre, le bois, qui sont préférés aux matières synthétiques, tu vois. Et ça encore aujourd'hui, on arrive à le ressentir parce que la patine, le vieillissement du matériau, fait que ça fait tangible, c'est naturel. Ça donne un aspect d'authenticité combiné avec le fait que généralement les bâtiments, quand ils sont faits, ne sont pas non plus des très gros bâtiments, hein, je parle à l'époque encore une fois, hein, mais généralement sont quand même aimés sur tous les côtés, donc du coup habillés et décorés, donc ce qui les intègre bien dans l'environnement. Ouais, ça donne tout de suite un petit côté très sympathique, très authentique, et combiné avec la végétation à cet endroit-là, on a vraiment l'impression de se perdre dans les bois, ce qui généralement est un setup de conte classique. Beaucoup partent avec une balade dans les bois de leur personnage principal, etc., etc. Et donc du coup, ça marche parfaitement bien. Sachant que quand c'est pas évitable, le béton projeté reste une solution, mais dans leur volonté d'authenticité, s'ils peuvent l'éviter, ils le feront le plus possible. Exactement. D'ailleurs, j'avais repéré à l'époque une citation d'Anton Pieck que j'ai trouvée sur Wikipédia et je trouve qu'elle est absolument géniale. C'est tiré d'un documentaire sur sa vie. Il disait, je cite, « Si vous faites quelque chose, il faut le faire bien ou ne pas le faire. » Voilà, comme ça au moins les bases sont posées. C'est marrant, il y a Yoda qui a repris la même citation en 80, si je dis pas de conneries. Oui, pour le retour, l'Empire contre-attaque. Ouais. Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Donc, est-ce que Anton Pieck peut être un maître Yoda? Pour moi, perso, c'est legit. Effectivement. Une phrase qui devrait résonner un petit peu plus aujourd'hui, je trouve. Ouais, ça peut résonner dans notre époque actuelle. On peut se poser. C'est toujours valide en même temps comme phrase. Généralement, c'est vrai que si tu appliques ce mantra, tu arrives à faire de belles choses plutôt que des choses bâclées ou qui finissent par tomber dans un certain oubli. Donc, c'est en tout cas quelque chose qu'Efteling tient encore à appliquer plus de 70 ans après. On termine l'année 1952, ouverture du parc, tout se passe bien. 222 941 visiteurs. C'est pas mal pour un début, c'est des bonnes promesses. Ça c'est commence pas dégueulasse tranquillement. du tout. Hein. Ça suffit largement pour se dire, allez,
on remballe et on relance l'année suivante. On s'arrête pas en chemin. Deuxième ouverture de 2 contes. Le petit chaperon rouge et les chaussures rouges. Donc les chaussures rouges, pour ceux qui ne situent pas, c'est un truc souliers qui dansent. Exactement. Et déjà pour l'époque, c'était assez fantastique à regarder, puisque c'est des chaussures qui arrivent à bouger sans l'aide d'un personnage, d'un être humain. Ils ont l'air d'être animés par magie. Alors c'est un mécanisme ingénieux qui avait été inventé par Peter Rinders et qui permet de faire le mouvement sans que ce soit visible. C'est simplement un système d'aimant, mais encore une fois, c'est bien vu. Et quand vous le voyez, bon, encore une fois, quand vous baladez dans le bois des contes, vous voyez certaines animations, certaines choses. Aujourd'hui, si t'es pas au courant que ça a juste 70 ans, tu peux te dire, bon, sauf que quand tu considères que ça a 70 berges, que le parc le maintient, que ça tourne toujours, que les nouveautés sont intégrées à un point auquel tu vois pas trop la différence avec les anciens en termes de look, par exemple, franchement, ça, oui. Ouais. Moi, le bois des contes, pour moi, c'est un immanquable à chaque fois que je vais à Efteling. En plus, une journée un peu chargée, parfait. Tu vas te balader là-dedans. C'est calme, c'est tranquille, ça gueule pas, ça braille pas, c'est ultra déjà, dans l'ensemble, même si c'est chargé, le parc est très très agréable à visiter et très agréable à vivre. Mais c'est vrai que si on cherche un petit peu à faire un break, à aller dans un endroit un petit peu plus calme, et je vais dire quelque chose ici à propos de, justement, pour rebondir à ce que tu disais, de choses qui ont bientôt 70 ans et qui sont toujours en état. On le répétera beaucoup dans cet épisode et dans le suivant, il y a un respect à Efteling de l'héritage, du patrimoine, de l'histoire du parc, du visiteur. Il y a un truc qui m'a frappé à chaque fois, c'est le respect. Voilà. Là-bas, c'est le respect, c'est vraiment legacy, c'est pas le gâchis, hein, contrairement à certains autres. Elle est jolie celle-là. Ouais, bon, non, mais voilà, on dit les termes. Mais non, en vrai, oui, s'il y a bien un parc qui respecte son antériorité, oui, c'est eux. Fin de deuxième année d'ouverture. On double le nombre de visiteurs, on passe à 411 671. On appelle ça un succès. Oui, on peut dire les choses, effectivement. Simplement, donc, on arrive en 1954. Et est-ce qu'on ne demanderait pas à notre ami le magicien Almar de... En 1954, le parc inaugure Anton Pieck Plein, la place Anton Pieck, qui vient rendre hommage et remercier le travail de l'artiste qui a été accompli depuis les débuts du parc. Pour ceux qui souhaitent se repérer sur le plan du parc, c'est cette adorable petite place où on va retrouver énormément de carrousels, de jeux pour enfants et un petit point de restauration qu'on peut voir juste derrière moi. Elle héberge quelques contes, dont notamment la poule aux œufs d'or. Et enfin, une attraction un peu différente vient faire son apparition. Ce sont des petits trains à pédales, ou Traptreinies, aujourd'hui appelés Kinderspor, déplacés depuis de l'autre côté du parc. Ce sont des petites locomotives à pédales pour les enfants. Déjà un fait historique à ce moment-là, le million de visiteurs depuis l'ouverture du parc est atteint. Et c'est très 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 fort pour un parc aussi jeune, surtout à cette époque. Pour 1956, le parc frappe fort, car c'est le carrousel qui est juste derrière moi qui a été inauguré. Alors, c'est un carrousel à vapeur, le palais du carrousel, et il a une sacrée histoire puisqu'il a été inauguré en 1895. Rendez-vous compte de l'âge qu'il a. Il a appartenu à un certain Hendrik Janvier qui l'utilisait dans différentes fêtes foraines sous le nom de Janvier Stum Carousel, littéralement le carrousel à vapeur de Janvier. Considéré comme le père fondateur du salon carrousel en intérieur, puisque comme vous pouvez le voir, il y a des tables, un bar et on peut également s'installer. Il a fini par le vendre en raison des coûts élevés et de la baisse des revenus. La construction du bâtiment prend 4 jours et le transport est assuré par un train de 25 wagons. Il a été acheté par Efteling en 1952, l'année d'ouverture, et mis en service à partir du 11 mai 1956. Et il a été construit dans le bâtiment Carousel Palace. Actuellement, le carrousel est alimenté électriquement, mais jusqu'en 1970, il fonctionnait à la vapeur. D'une durée de 2 minutes, les visiteurs peuvent embarquer sur l'un des chevaux traditionnels ou encore des cochons, des clowns ou des carrosses. C'est l'un des 4 derniers carrousels encore en activité dans ce type-là et on estime à peu près 750 personnes par heure la capacité de ce manège. On va revenir en studio et on continue à avancer dans le temps. Nous sommes en 1958. Un étrange personnage va faire son apparition dans le parc. C'est un personnage qui a souvent très faim, au point même qu'on l'entend en permanence crier... Hier. Vooruit, ik vind het zo lekker, jongens. Vooruit nou. Papier hier. Dankjewel. Papier en français, hier. dans le texte... du papier. J'ai très faim.
Exact. Alors c'est vrai que on pourrait penser à notre bonne vieille poubelle parlante du parc Astérix, qui a une histoire commune d'ailleurs, hein, un jour Tout on à en fait, parlera. oui, elle a une belle histoire commune. Mais oui. les origines, ça vient d'ici, les fameux Whole Ball Race. Encore une fois, je suis désolé pour la prononciation si je le fais mal. En français, si ça se traduisait, ça serait les insatiables. Voilà, ils ont toujours faim et ils ont toujours envie qu'on les nourrisse. C'est un gros personnage caricatural qui camoufle en vérité une poubelle qui incite d'ailleurs les passants à jeter leurs détritus dans la bouche, qui sont gratifiés d'un Dunkville. Voilà, Et les surtout, fameux c'est merci pas beaucoup. n'importe quel type de poubelle, puisque ce sont des poubelles avec une petite aspiration pneumatique. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, réfléchissez-y parce que c'est une façon complètement ludique de dire aux gens, ne jetez pas par terre. En fait, c'est pas bête. Hein. Donc voilà, c'est encore Ensuite, une fois. c'est une façon très subtile aussi de faire en sorte que les gens ne s'installent pas à grailler à côté de la poubelle. Parce que vu que la boucle dure 5 secondes, Ouais, je pense que très vite tu dois en avoir marre. à celle du Allô à côté du cheval blanc, elle est vraiment difficile. Hein, celle-là. Je vois exactement de laquelle tu parles. Voilà. C'est Moi vrai, aussi, quand t'es- celle-là. Non, mais Quand t'es à c'est- côté, c'est- tu regrettes. C'est cette poubelle qui est pile à l'endroit vraiment pas mal, avec le cheval blanc d'un côté et de l'autre, t'as les Pofferge, et t'as juste ça entre les deux, tu dis c'est non. Et Voilà. t'entends allô. Ça, toutes les 5 secondes. C'est vrai, exactement. Mais c'est fait exprès. Et en même temps, Bah oui. le but, c'est pas non plus que tu t'arrêtes devant pour les admirer une plombe. C'est juste un outil pour te simplifier la C'est vie. une poubelle, quoi. Voilà, Ouais, mais tout. tu vois, d'une poubelle, ils en ont fait une petite attraction et des années, des décennies plus tard, on en parle encore aujourd'hui et ça a même été copié dans d'autres parcs. Et on en fait même cadeau à un parc français qui se lance à 30 km au nord de Paris un peu plus tard. Mais Exact. bon. Donc on en a Des parlé. années après, c'est ça qui est ce que tu pourrais te dire que les choses deviennent désuètes au bout d'un certain temps. On est quand même à la fin des années 50. L'autre parc, il ouvre à la fin des années 80 et pourtant. Ça reste un truc qui marque les esprits. Hein, que Et ce même, soit chez lorsque nous Danse ou Macabre ouvre l'année dernière, il y a une nouvelle poubelle parlante qui a été construite également. C'est un des frères insatiables, si je traduis à peu près, enfin approximativement. Bien sûr, bienvenue sur 12 parsecs. Donc voilà, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est un héritage qu'il revendique. Et franchement, ça contribue encore une fois au folklore Efteling, mais folklore dans le bon sens du terme. Ouais. Dans le sens où il y a vraiment un lore dans ce parc. Exact. D'ailleurs, tu parlais de celle qui est installée près de Danse Macabre, la dernière en date. En tout, il y en a donc 13 qui sont répartis un peu partout. Et en plus, c'est la 13e. Oui, c'est rigolo. Sachant qu'il y en a qui sont représentés donc avec des visages, la bouche grande ouverte pour foutre les détritus à l'intérieur, mais t'en as d'autres où c'est un peu plus subtil. C'est le canon au niveau du royaume royaume hollandais déchaîné. volant, Au niveau voilà. du hollandais volant, c'est je ne sais pas si c'est un colonel ou un général qui pointe du doigt l'embouchure du canon et il faut mettre le truc dedans. Donc, voilà, donc c'est un petit peu diversifié avec le temps. Dans une autre, c'est un petit bébé qui lui-même crie « nourrissez-moi ». ça, c'est Place Anton Peak, ça, non? Alors, celui qu'on vient d'entendre dans l'audio, c'était celui d'Anton Peak, l'original. Ouais. Et je crois, alors je suis désolé si je fais une erreur, les gens dans les commentaires se font un plaisir de me corriger. Je crois qu'il est vers Carnaval Festival dans cette zone-là. Ou vers Voilà. la place des jeux. Parce que je sais que sinon, il y en a un autre qui est un corbeau. C'est dans Ouais. le bois des contes. C'est l'espèce Ouais. de place où tu as l'âne qui Qui fait un cadeau. L'âne qui fait un cacado voilà, dès que tu mets une pièce. Et tu as justement une poubelle à côté où c'est un corbeau qui fait ce. Non, lâche ce bouton. Lâche ce bouton. Tu n'appuies C'est pas. une magnifique blague caca. On applaudit le caca. On adore ça, le caca. Voilà, merci Damien d'avoir appuyé sur le bouton. Les gens sont contents. On a des retours positifs sur le fait que les gens sont contents. Hein, vous êtes contents que j'ai l'hyperlanceur. Vous aimez l'hyperlanceur, hein? Voilà, M'en fous, encore s'ils y en aiment pas, avoir je le ferai quand même. Voilà. Presse F for respect. Alors, Je veux pas dire, mais mercredi, t'as failli prendre une assiette de pâte bolognaise dans la gueule à cause de l'hyperlanceur. Hein, donc c'est très polarisant. Mais justement, continuons sur. je termine sur les poubelles. Donc, on a commencé un peu à noter les poubelles originales. Tu as aussi donc une divinité malaisienne qui est, alors je sais plus si elle existe encore parce qu'elle était du côté de Spookslot. Tu as le soldat, on l'a dit. Tu as aussi un hippopotame qui est un peu plus loin. Et une autre qui est aussi connue, c'est les statues mayas du côté de Piranha. Oui. Qui sont aussi célèbres. Voilà. Donc en fait, le principe est resté le même, mais la forme a changé. Je vais vous faire un petit survol d'une décennie, parce que les premières années d'un parc, généralement, sont assez calmes. On va aller de 1958 à 1968.
Pour vous donner les choses d'une manière très courte, c'est essentiellement le bois des contes qui va être au centre de l'intérêt du parc. Clairement, pour eux, en réalité, ils considèrent le parc d'attractions comme étant ce truc-là. Oui, c'est en ça. plein C'est milieu ça. de la destination et du reste qui reste Une base de loisirs. Une base de loisirs, quoi, oui. 58, le fakir volant qui traverse de part et d'autre un bâtiment grâce à une illusion de vol développée, encore une fois, on y revient, par Peter Reinders. Le fakir existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. C'est un des gros, on va dire, des gros, comment on appelle ça, comptes. Grosse surface qui est proposée. Mais c'est un tout. Aujourd'hui, en 2025, encore une fois, tu l'as dit, Greg, ça peut paraître désuet. Mais mettez-vous dans le contexte de la fin des années 50. Encore une fois, c'est nouveau. En 62, pour citer un deuxième, c'est le miroir magique de la belle-mère de Blanche-Neige qui est installé, donc avec un effet de projection. On arrive en 66 avec un conte qui est assez nouveau dans l'expérience d'Efteling. Alors, encore une fois, je suis désolé pour l'accent de ça. De Indische Waterlilies. Oui, celui-là, la musique. Alors toi, ça t'a parlé direct. Mais oui, la musique, les nénuphars indiens. Exactement. Et il est bien. En plus, il me semble que c'est l'un des premiers shows, entre guillemets, d'automates qui, derrière, donnera lieu à la création de ce qui arrivera plus tard, dans les années 70. Écoute, oui. Je pense que là-dessus, t'es tellement fan. Vas-y, lance le média. Tu vas voir, on va pouvoir danser dessus. Ah oui, clairement. Allez, tous ensemble. Je sais que vous adorez cet extrait, donc cet extrait vous est offert par Puissance Park. On adore tous ces extraits. Le dollar jaune, on adore aussi. Alors, un petit peu plus sur l'histoire de cette composition originale. Ça a été écrit en 1955 par Fabiola de Moraes Aragon, une princesse, oui, c'est true story, une princesse qui épousera plus tard le roi Baudouin de Belgique. Voilà, comme quoi, encore des histoires de fous. La musique s'appelle, alors je suis désolé encore une fois pour le pronom, African Beat de Bert Kampfert. En français, donc tu l'as dit, Greg, c'est les nénuphars indiens. C'est le premier conte qui est traité comme un walkthrough. Donc c'est pour ça que je voulais m'attarder dessus. Tu es dans un bâtiment, oui. Tu es en intérieur, il y a un théâtre, il y a de la mise en scène, il y a des effets de lumière, il y a une petite histoire qui vous est racontée. C'est vraiment, on va dire, un tournant dans le développement du bois des contes parce que le parc tente d'innover, de faire quelque chose d'un peu plus technologique et avancé. On a donc dit, je l'ai dit, il y a de la lumière, il y a de la musique, mais aussi il y a des animatroniques. Il faut se dire que... des automates. Des automates. On va dire ça. Oui. Mais c'est assez poussé quand même parce que... Alors, un peu de spoil, mais voilà, il y a plus de 40 ans que ça existe, les gars, mettez-vous la page. Il y a carrément des fleurs qui s'ouvrent, des personnages qui vont, qui viennent, qui se déplacent, donc c'est quand même assez poussé pour l'époque. Pour l'époque, c'est pas dégueulasse du tout, et sans compter qu'on constate un truc, c'est qu'Efteling allonge la complexité de ses boucles, parce qu'en fait, le bois des contes est basé sur des boucles audio qui se répètent la plupart du temps. Petit à petit, il rajoute un petit automate, et puis maintenant, là, on se dit, vas-y, on fait un petit show d'automate basique. Enfin, basique, non pas pour l'époque, mais un truc qui se répète toutes les 10 minutes, quelque chose comme ça. Donc, du coup, avec genre 3 ou 4 minutes de show, entre guillemets. Après, tu sors, donc avec un vrai début de cycle de show. Ouais. On commence à arriver sur ce genre de mécanique opérationnelle pour eux. Exact. Et je terminerai juste en disant que c'est là l'une des premières participations de, roulement de tambour, Ton van de Ven sur l'aspect créa. On commence à l'entendre. Tiens, d'ailleurs, vu qu'on parle de lui, on va s'intéresser 2 minutes à Tom Van de Ven. Alors, oui, juste avant, je voudrais intervenir parce que là, on parle depuis le début donc de l'origine d'Efteling depuis très longtemps, depuis 1952. Et je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, et qui se disent, mais attends, est-ce que ça fait quand même vachement penser à un parc californien, dans l'exécution, dans les shows, dans les walkthroughs. Alors, légende urbaine ou pas, est-ce que Efteling a inspiré Walt Disney dans la création de Disneyland? Légende urbaine. Il n'y a aucune preuve, d'aucune manière que ce soit, que Walt Disney ait visité Efteling en 52 ou à son ouverture. Walt Disney a effectivement fait son tour d'Europe pour s'inspirer et créer Disneyland, mais dans aucun document, à ma connaissance en tout cas, il n'est mentionné Efteling aux Pays-Bas. Il a visité Paris, il a visité le Danemark avec Tivoli. Il a visité des parcs en Allemagne, il a fait pas mal de choses, mais Efteling n'est jamais cité d'une manière ou d'une autre. En tout cas. C'est pas documenté. Donc, est-ce que c'est arrivé? On ne sait. La réponse est on ne sait pas.
on n'a pas de certitude. Alors, si, comme vous êtes en possession de deutérium et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez nous en prêter. Et avec Timekeeper, on essaiera d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais en attendant, on va revenir à Ton Van de Ven. Cela dit, si jamais l'un d'entre vous a vu passer un document qu'il est capable de sourcer et dire non, on a trouvé, il y a ce truc-là qui en parle, mettez-le dans les commentaires. Oui, bien sûr. Je faisais cet aparté-là parce qu'on est en 1966, que Disney a ouvert son parc depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Il est en train de redévelopper même Tomorrowland à cette époque. Quand on voit se développer des attractions de ce type, avec du show, où ça commence à se développer, on pourrait se dire, attends, qui a inspiré l'autre ? C'est un petit peu le fait la poule presque. Oui, toujours. Hein. Dans cette histoire-là. Mais voilà, je voulais faire ce petit rebond parce que l'air de rien, ça commence à se développer artistiquement. Est-ce qu'il y a une inspiration de l'un, de l'autre ? Est-ce qu'ils sont mutuellement inspirés ? Quand tu sais que la création même du Bois des Contes vient de chez Philips. Oui. À la base, oui. Ça, c'est drôle quand on remonte encore le fil de l'histoire. Donc, je disais, Ton Van de Ven, je vais y arriver un jour quand même. C'est un grand directeur artistique d'Efteling. Il a vraiment marqué l'histoire du parc parce que déjà, c'était le disciple de Anton Pieck. C'est vraiment lui qui a succédé à Anton. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse historique, Anton Pieck va prendre sa retraite dans les années 70. Donc, comme là, on est en 66, il faut commencer à préparer la prochaine génération. C'est quand même quelqu'un qui va beaucoup influencer Efteling pendant très longtemps. Et il va créer beaucoup d'attractions qui encore aujourd'hui existent et qui sont alors certes inspirées du style graphique d'Anton Pieck, mais il va y ajouter sa patte. On verra au fur et à mesure de quoi on parle. Vol de rêve. Désolé, tu spoil, mais je spoil un peu, mais merde, c'est peut-être une de ses plus belles créations, bordel de merde. Attends, c'est dans 30 ans. C'est dans 30 ans, mais putain, c'est une de ses plus belles créations. Ouais, il y a presque plus de deutérium, on se calme. Effectivement. Moi, ça clignote plus. Non, mais t'as raison. Ah non, il n'y a plus de batterie. On peut penser à Vol de rêve, mais pas que, effectivement. Donc voilà, pour revenir donc à 66, les nénuphars indiens, c'est effectivement un projet qui est compliqué, technique à mettre en place, beaucoup d'innovations pour l'époque, et ça va payer parce qu'à la fin de l'année 66, ça y est, le million de visiteurs est franchi. On a un million de visiteurs qui découvrent le parc. Année 66, bravo, parce que je vous rappelle encore une fois que on est juste une vingtaine d'années avant la création d'Internet. Juste pour l'information, le Minitel n'existe pas non plus encore. Les communications par téléphone, tu payes à la communication, tu payes une couille. Rien n'est facile pour transmettre de l'information à cette époque. C'est principalement le bouche à oreille et la publicité qui doivent faire le travail là. Et la réputation. C'est ça. Ah mais ça y est, depuis une dizaine d'années et qui est toujours à niveau aujourd'hui. Encore une fois, le respect, toutes ces choses-là, on n'a pas fini de le dire. Premier million en 1966, rendez-vous compte, au bout de 14 ans, comme tu disais, une époque où la communication, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas tout ça. Non, là, en termes de communication, ce qui y a de plus avancé à ce moment-là, c'est qu'il y a un machin qui s'appelle Sputnik qui fait bip bip depuis 57 en orbite autour de la planète. Bon, il y en a quelques-uns qui l'ont rejoint depuis, mais grosso modo, voilà. Oui, on est encore dans les... Le pouvoir du bouche à oreille. C'est la réputation. Oui, parce que c'est la radio et la télévision. Et encore, la télévision, à l'époque... Peut-être la radio, effectivement. Radio, communication promotionnelle sur ce genre de médias, le bouche à oreille, la promotion... les promotions papier aussi. Là, j'allais dire, la presse papier, faut pas la négliger parce qu'à l'époque, c'était quand même très, très, très présent. Je pense, et je crois que le musée d'Efteling en présente une ou deux coupures de journaux dans lesquelles on voit bien qu'ils le mettaient bien en avant. Donc là aussi, ils ont su utiliser les médias de communication de leur temps. Tout à fait. Et arriver à 1 million en 66 comme ça, chapeau. Tu parlais d'espace, ça tombe bien. Alors, c'était juste pour le clin d'œil en 69. Oui. Bon, rien à voir avec Apollo, pour le coup, mais juste pour dire qu'on va parler d'espace. Non, on va parler de train. Chouchou. Pour le coup, moi, ça me parle plus. Ça, c'est pour toi, ça. Là, c'est ton moment dans ton moment. Ah, ouais. Il y en aura un deuxième, mais ouais. Toi, non, tu vas te faire foutre. Toi, t'as abusé de l'hyperlanceur, t'es puni. Non, parce que les trains, c'est pas grave. Oui, bon. Comme si... C'est un peu vous deux. Bon. Oui, voilà. Ouais, mais moi, je suis chouchouphile, donc c'est encore un autre niveau. Donc, 69, c'est l'inauguration de, je cite, la Société des trains à vapeur d'Efteling, avec la première locomotive. Alors, je suis désolé, encore une fois, Aiguier. Mais je suis désolé pour la prononciation. Alors, excuse-moi, je crois que t'as fait un AVC, je crois là. Je suis désolé. La prononciation, les lettres, c'est A-A-G-J-E.
Il me manque des semble-t-il que le G se prononce R, donc ça donnerait Arié, mais... Non, mais quand j'ai demandé à la traduction, le J et le G se prononcent Y. Donc ça fait Aïe. Donc je suis désolé encore une fois. Si Bon, c'est pas bref, exactement Aïe, ça. ils ont un train, quoi. Ouais. C'est régalé. Elle est top. Merci. Alors, cette locomotive ne date pas du parc. Elle est bien plus ancienne. Elle date de 1911. Elle est bien antérieure à l'existence du parc. Elle a une petite particularité. Le circuit, par exemple, a une petite particularité. Hormis les deux stations, la station ouest et celle du Bois des Comtes, on ne parle pas de station est pour le coup, le train ne faisait pas un tour complet du parc. Il faisait des allers et retours. Il était en mode navette, donc. En mode navette, exactement. Donc, C'est une pour seule ça. locomotive. Exactement. Et c'est qu'à partir de 74 qu'il y aura une seconde loco, donc bien après. Et pour le coup, là, on va boucler le circuit et là, le train fera un tour sans revenir au point de départ. Il n'y aura pas, tu sais, s'il y a une modification du parcours entre-temps? Il y a eu des modifs de parcours. D'accord, Oui. oui, ok. Je ne l'ai pas noté, mais le circuit va s'adapter nécessairement parce que forcément, déjà, il y a une gare en plus qui va ouvrir. Il va y avoir l'arrivée de Vol de Rêve qui va aussi empiéter un peu. Il va y avoir le développement. Là, en 2025, il y a eu des changements puisque le Grand Efteling Hotel a nécessité le changement d'une partie du circuit, mais c'est très léger, mais effectivement. Donc oui, le layout, le circuit s'est adapté. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle de 74 parce qu'on passe à une nouvelle décennie. On va rentrer dans les années J'ai 70. nos amis du Benelux qui râlent là, parce que tu dis 74. On est au Benelux, on dit 74. Merci. Non, tu as raison, effectivement, mais je suis français, donc j'ai pas l'habitude de dire 70, 80, 90. Désolé, encore une fois. Octante. Non, octante, ils le disent. C'est 80, non? C'est 80 C'est que j'entends. 80, non. ouais, C'est 80, il me semble. C'est qui? C'est les Suisses qui disent octante. Je Je sais crois qu'il y en a. Il y a une des variations francophones qui dit octante. Ce qui est logique. Ça ne me parle pas du tout. Mais bon. Mais bref, On y alors, reviendra. on entre On dans va pas la se fâcher décennie. avec tout notre auditoire. Mais bon, c'est. On vous aime beaucoup. Donc on arrive dans la décennie des 70. C'est bon, je le dis bien, les 70. Encore une fois, le parc va pas se reposer sur ses lauriers. Déjà en 1971, donc 71, donc 71, 71, ouais. l'extension du Carousel Palace avec la construction du deuxième endroit que j'aime le plus au monde à Efteling, c'est le diorama. Oui. Alors, comment vous dire? Oh, le diorama. Avant d'être un parc fan, votre humble serviteur ici présent, je suis ce qu'on appelle avant tout un collectionneur de miniatures. Chez moi, Comprendre un ferrovipate. Voilà. je suis ferroviphile. Je me prétends pas ferrovipate, mais ferroviphile. Chez moi, j'ai pas mal d'objets réduits et encore plus au-dessus de tout ça, effectivement, j'adore les trains miniatures depuis ma plus tendre enfance. J'en ai quelques-uns. Alors, rien à voir avec les grands collectionneurs qui ont carrément des pièces dédiées avec des circuits géants à l'intérieur. J'en suis encore loin. Faut que t'ailles à Hambourg. Hein. Ah, mais le jour où je musée, suis miniature t'as vu le Wonderland, musée Ouais. j'en rêve Ça, la nuit. si un jour on se fait un Il faut trip, qu'on se le fasse. si on se fait un trip à Park, etc., Hambourg est pas très très loin. Franchement, faut impérativement aller faire un tour là-bas. Hein. Mais C'est revenons l'aéroport, impérativement faire un petit tour au diorama à Efteling qui Oui. est... Déjà, Benji, je t'en prie. magnifique. Oui. Bon, alors imaginez que si vous devez combiner les miniatures et des petits chouchous qui font le tour d'un lieu plus dans un parc d'attractions, j'ai le tiercé écarté quinté plus pour moi. Il n'y a pas mieux sur Terre qui existe. Donc, le fameux diorama. Ça fait 60 mètres de long. Les visiteurs peuvent admirer des panoramas montagneux dans lesquels il y a des villes et des villages qui sont construits avec, petit bonus avec cerise sur le gâteau, des animations, des trucs vivants, de la lumière, des éclairages, des petites bagnoles qui se baladent. Il y a donc un peu partout dans ce décor des mini-locomotives avec des petits trains, des petites voitures, des petits bateaux et des téléphériques miniatures. Voilà, autant vous dire que pour un collectionneur ou un miniaturiste, c'est absolument fantastique. Juste une des scènes qui se passe en plein orage, donc il y a des petits jeux de lumière qui changent également. Oui. Enfin, et magnifique cette scène aussi dans la nuit. Enfin, Dans la nuit noire, magnifique. avec juste la lumière des trains et des petites maisonnées. Ouais. Bref, vraiment, si on devait faire un épisode que sur ça, je pense que j'en serais capable. Mais on le ferait voilà, bien depuis le diorama, mais on verrait rien par contre, parce que la salle est très très obscure. c'est trop sombre. C'est malheureux. On avait pensé à enregistrer des capsules là-dedans. On a regardé, on a fait, c'est compliqué. Donc, ouais, je terminerai juste en disant que en tant que fan de miniatures, de chemin de fer, là-dessus, c'est vraiment un must-see au moins une fois. On peut y passer peut-être 5-10 minutes, histoire de faire le tour complet du truc en fait et de passer à autre chose, mais on peut passer plus de temps puisque comme tu l'as dit, il y a des bancs, il y a des espaces pour s'asseoir, on peut consommer puisque c'est accolé au Carousel Palace, donc vous pouvez acheter de la boisson, vous pouvez acheter des petites sucreries et déguster tout ça à l'intérieur.
Avantage en plus, c'est au frais, c'est au sec et c'est un peu chauffé. Donc quand le temps est pas, au moins on peut vous mettre à l'abri. Généralement peu fréquenté. Donc typiquement, si jamais vous voulez manger vos poffertjes qui sont juste en face, à un endroit un peu au calme et tranquille, vous avez en fait, c'est des assises de wagons. Enfin, de voitures, je sais pas comment ça s'appelle, mais... Il y a quelques tables, hein, c'est pas non plus... Non, voilà, alors c'est attention, pas non plus... c'est pas genre un vrai Petite resto, poignée de table. voilà, c'est juste pour en complément. D'ailleurs, vu la configuration et vu qu'il y a des comptoirs avec des espaces bars plus les toilettes qui sont attenantes, je pense que c'est un espace de convention privatisable qui doit être régulièrement utilisé pour des événements. C'est ce que j'allais dire. Parce que le bar qui est à côté, On Ça me paraît parlait de évident. calme, on n'a jamais eu la malchance de prendre un gros temps à Efteling et d'avoir besoin de se réfugier. Donc moi personnellement, j'ai jamais eu. Je l'ai eu. Tu l'as eu et ça Ah. reste calme malgré tout. En fait, c'est un espace où il y a beaucoup de circulation parce que c'est pas en cul-de-sac si tu veux. Les gens, alors pour vous situer globalement, si vous venez de Symbolica et que vous faites le grand tour, là vous allez avoir une porte à droite, c'est le diorama et ça vous donne directement accès à la pièce. Mais si vous venez par exemple à des Pofudge qui sont en face, en fait vous allez traverser le Carousel Palace qu'on a vu juste avant dans la petite capsule. Vous pourrez vous asseoir déjà à des premières tables, vous pourrez consommer déjà avant, vous pourrez même monter sur le Carousel Palace avant. Et derrière seulement, il y a le diorama. Il tourne bien fort en plus. Petit aparté sur le carrousel. Oui, c'est pas un petit carrousel, les chevaux du roi, chevaux du roi du parc Astérix, où ça allait à 1 km/h. Donc là, vous sentez Non, que ça il tourne. tourne fort. Hein. Il est rigolo. On a fait une petite digression. On va revenir à notre historique, puisque mine Pour de rien. conclure sur le Oui. diorama, c'est vrai que nous, on est un peu biaisé là-dessus, mais quelqu'un qui ne connaît pas, comme tu disais, pour aller 5 minutes, 10 minutes, juste observer. Enfin, moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est tout petit, c'est de la miniature et ça raconte quelque chose, c'est très poétique. Maintenant, même pour rythmer une journée, quand on visite Efteling, parce que généralement, Efteling, si on veut le visiter correctement, il faut le faire sur 2 jours. Un jour, c'est au pas de charge et c'est pas une super expérience, on y reviendra plus tard. J'aime bien ce genre d'endroit dans les parcs où t'as l'impression que le temps s'arrête. Cette petite pause de 5-10 minutes, t'es pas forcément à t'asseoir, mais tu regardes ce truc et ça t'emmène hors du temps. Moi, je trouve que c'est 2 avantages qu'il a, Efteling, avec le Bois des Contes et ça. Ça a le même, un peu la même vibe, même si c'est pas la même du tout, la même échelle. Ouais. Mais on a le même côté, vas-y, fais une pause dans ta journée. Et je trouve que c'est excellent que ces éléments-là soient maintenus au niveau auquel ils sont, parce qu'aujourd'hui, les trains, etc., ça tourne. S'il y a un machin qui tombe en panne, le lendemain, c'est réparé. Donc, t'inquiète pas. C'est maintenu au cordeau, le truc. Hein. C'est juste pour terminer et en partie aussi avec l'ouverture de l'aire de jeu qui se trouve juste en face du Bois des Contes et le diorama, c'est les derniers projets d'Anton Pieck à Efteling. On est sur le 20e anniversaire du parc à ce moment-là, donc on est dans les années 70. Anton Pieck va partir à la retraite, donc on est sur les derniers projets qu'il va mener. Et si vous regardez le diorama, effectivement, c'est ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est complètement ça. On avance les amis, on arrive en 72. Efteling va recevoir une distinction qui est rarissime, j'insiste là-dessus, dans le milieu des parcs. Alors ça peut ne paraître un peu désuet aujourd'hui, mais pour le coup c'était assez fou à l'époque. C'est une pomme d'or. C'est la distinction internationale qui consacre les meilleurs sites touristiques d'Europe. Pour vous donner un peu un ordre d'idée de la folie que c'est. Et encore aujourd'hui, il n'y a que Efteling qui a reçu cette distinction dans le milieu des parcs. Il n'y a personne dans le monde entier qui a ce truc-là. Alors, la Pomme d'Or, je ne sais pas si c'est un organisme genre l'Association internationale des parcs d'attractions qui la donne ou si c'est un truc privé, mais cette distinction n'a jamais été remise à un autre parc depuis. Voilà, donc c'est déjà en 72. En 75, j'avance encore. Anton Pieck, donc ancien directeur du parc, prend officiellement sa retraite. Au revoir. Directeur artistique. Directeur artistique, pardon. Effectivement, dans ma tête c'est automatique, mais effectivement directeur artistique. Après avoir donné donc sa fameuse identité, comme on en a parlé longuement sur le parc, et il va effectivement laisser au bon soin de Tom Van de Ven de continuer son bébé, de le continuer à le faire grandir. Ouais. Ça va nous amener à la fin quasiment de la décennie 70 et on va s'arrêter à celle de l'année 1978, donc 78. Le parc va, pour la première fois de son existence, depuis sa création, vivre une année un peu compliquée parce qu'il va perdre en fréquentation. Il y aura moins de visiteurs que l'année précédente. Pourquoi ? Parce que on arrive à une période où le public veut autre chose. Le Bois des Contes, c'est bien, c'est rentré, je pense, dans les habitudes culturelles du coin et peut-être même du pays,
mais on commence à voir autre chose popper. Il y a d'autres parcs d'attractions qui commencent à Il y a la arriver. concurrence qui arrive. Ouais. Il y a de la concurrence, alors peut-être pas encore Disney bien sûr, mais dans le Benelux ça existait déjà, hein. Je pense à Walibi qui commençait gentiment à pointer le bout de son nez, il y a pas mal de choses qui commencent à arriver. Donc il va falloir commencer à se renouveler et à penser autre chose que des carousels ou le bois des contes. Donc ce que va décider Ton van de Ven, donc devenu directeur artistique, avec encore un peu la supervision d'Anton Pieck, c'est de se mettre à travailler sur le premier projet d'ampleur qui va ouvrir Efteling à au-delà du bois des contes, et on va le découvrir en musique. Et oui, vous reconnaissez forcément ce thème magistral de Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, la danse macabre. C'est le fameux Spook Slot, le château fantôme, château hanté, qui va ouvrir ses portes un peu dark à cette époque. Le projet, il est un peu particulier pour plein de choses. La première, il n'est pas dans le bois des contes, il est complètement à l'extérieur. À l'époque, dites-vous bien qu'il n'y avait pas de zone à droite quand on connaît aujourd'hui. Le Spook Slot, là où est maintenant le danse macabre, puisque c'est exactement au même endroit, était complètement excentré par rapport au reste du parc. Ça nécessitait de se déplacer pour aller voir le Spook Slot. C'était une volonté de ne pas rester dans le même secteur géographique pour commencer à étendre les possibilités de se déplacer au cœur du parc. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très très important. C'est le plus grand château hanté d'Europe à son ouverture, jusqu'à ce que la couronne lui soit ravie par Phantom Manor en 92, évidemment. Mais contrairement à Phantom Manor, d'ailleurs, c'est important de le signaler, puisqu'aujourd'hui il n'existe plus, ce n'est pas un dark ride avec des doom buggies ou avec des véhicules. Ils sont repartis de ce qu'ils avaient déjà appris à faire avec les nénuphars indiens. Et du coup, c'est une évolution technique sur ce même principe. D'ailleurs, il y a beaucoup de points de similitude sur plein de choses, justement, pas les assises, mais tu sais, les lean rails, donc les trucs sur lesquels tu t'installais, la disposition, etc. Tu sens qu'effectivement, c'est « Ok, vas-y, on va faire ça, mais sous stéroïdes, pour l'époque. » Beaucoup plus grand. Et c'est pas juste les Water Lilies, les nénuphars indiens, c'est quelques minutes. Là, on parle sur un show de 8 à 9 minutes. C'est quand même beaucoup plus long. Qui est synchro avec la musique de Camille Saint-Saëns, la danse macabre. Oui. C'est ça, avec bien plus d'effets techniques pour l'époque. Encore une fois, mettons-nous dans le contexte de la fin des années 70. C'est pas du tout aussi technologique qu'un Phantom Manor, mais pour l'époque, ça a quelque chose, ça a un goût d'inédit. Donc pour vous situer rapidement, c'est un spectacle qui se passe dans la cour d'un ancien château qui est abandonné. Et à la minuit passée, les esprits vont se matérialiser et vont commencer à danser, à se pavaner, à se montrer aux vivants, dont la danse macabre, ce qui paraît logique à l'époque. Cette attraction, elle est assez unique parce qu'il y a déjà la notion d'animatronique qui commence à pointer le bout de son nez. Toujours des automates plutôt évolués, mais oui. Mais pas que, il y a aussi des Paper Ghosts, les fameux fantômes de papier. Violon. Voilà, il y a ça, mais pas que. Il y a plein d'effets qui sont utilisés. Bas, oui. Voilà, c'est vraiment la première fois qu'un parc va utiliser cet effet dans l'objectif d'en faire un effet de spectacle. Au-delà du théâtre, bien sûr, parce que c'était un truc qui était connu depuis l'Antiquité. Oui, mais voilà. 800 et quelques. Oui. Voilà. Donc, jouer sur l'illusion. Exactement, tout n'est qu'illusion dans le Spook Slot. Et la musique utilisée, bien sûr, c'est celle de Camille Saint-Saëns, aka la danse macabre. Pour le parc, c'est quand même un investissement qui est risqué. Ça représente, à valeur d'investissement actuel, c'est 1,6 million d'euros de nos jours. C'est quand même beaucoup. La bâtisse coûte évidemment un prix fou systématiquement dans ce genre de projet. C'est quand même très ambitieux. Ça peut accueillir 1000 visiteurs par représentation. C'est quand même... Donc, par heure, excuse-moi, j'avais pas vu le heure de mon propre texte, je suis un peu fatigué. Donc 1000 visiteurs à l'heure, ce qui est quand même beaucoup, encore une fois. Mettons-nous dans le contexte des Efteling. Et ça marche. Le public se dit, c'est bon, on a envie de retenter la visite à Efteling. Ça permet de faire revenir à nouveau le monde, et forcément de redynamiser le bois des contes. Et c'est cette attraction qui va décider la direction d'Efteling, de se dire, ok, on va étendre Efteling, non plus qu'à travers le bois des contes, mais pour créer de nouvelles activités, de nouvelles attractions, de nouvelles expériences qui vont au-delà du bois traditionnel. Et c'est ce qui va se passer avec la décennie à venir, à savoir les années 80 ou 80 pour nos amis du Benelux et de Suisse. Mais ça, pour le coup, on va se le garder pour le prochain épisode, puisque comme une visite à Efteling ne se fait pas en une journée, un historique sur Efteling ne se fait pas en une seule partie.
Du coup, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir la suite avec beaucoup de surprises. Et vous allez voir que, oui, on s'éloigne un petit peu du Bois des Contes, mais pas trop non plus, puisque le Bois des Contes va continuer à vivre. Y grandir. Beaucoup de choses, ça ouais. va grandir. Vous verrez ça dans 2 semaines, dans le prochain épisode. On vous invite à bien suivre parce que on a eu pas mal d'opportunités dans cet épisode et on espère que ce qu'on va vous offrir va vous ravir. va vous plaire, ouais. Donc, On en s'y attendant, relance tous les 3 en fait. Hein. là pour le coup, pour, on s'y Pour relance spoiler un bien. peu, voilà, on va bien ouais. s'y relancer. Ouais. Donc d'ici là, vous connaissez nos réseaux sociaux habituels et le site internet www.puissancepark.fr pour connaître toutes nos réseaux sociaux, les plateformes pour écouter le podcast, aller sur YouTube, la boutique Redbubble si vous voulez nous acheter du petit merch pour nous soutenir. Évidemment, vous pouvez faire des dons via PayPal si vous avez envie de soutenir le projet. Vous avez un Discord aussi pour échanger avec la communauté parconautique et avec toute notre commune de puissants aussi qui nous aide et qui participe à plein de choses. Donc voilà, dans tous les cas, moi, je pense qu'on a fait le tour et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour continuer à explorer Efteling et à arriver jusqu'à aujourd'hui. Ça vous va ? C'est parfait. On fait ça. Allez, à dans 15 jours. À dans 2 semaines, salut. Bisous, bye bye.